Alors aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui s'appelle Yves-Marie Lolland. Bonjour Monsieur Lolland. Bonjour cher ami, jusqu'à maintenant c'était exact ce que vous avez dit. Voilà. Alors je vais commencer par vous présenter comme d'habitude et puis nous passerons au vif du sujet. Alors Yves-Marie Lolland, vous êtes économiste, démographe, géopoliticien et banquier. Vous êtes l'ancien directeur à la Société Générale, pas de la Société Générale, mais vous étiez directeur à la Société Générale, puis directeur général du Crédit Municipal de Paris. Vous avez enseigné à Sciences Po Paris, à Paris Dauphine et à Paris 2. Et vous avez donné des conférences à l'École supérieure de guerre et à l'École polytechnique. Vous êtes spécialiste des problèmes de défense, d'autant que vous avez travaillé pour des institutions internationales comme l'OTAN, la Banque mondiale et le FMI. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages d'économie ou de géopolitique et vous avez été secrétaire national du RPR, donc au moment où c'était le RPR, pour les questions économiques. Enfin, vous êtes consultant international depuis 1995. C'est juste ? Jusqu'à maintenant, je n'ai rien à redire. Parfait. Alors, donc vous venez nous présenter votre colloque sur la démographie qui aura lieu le 28 mai 2010. 28. 28 à l'Assemblée nationale. Hein. À l'Assemblée nationale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en résumer l'objectif ? Oui, le titre de ce colloque, qui m'a donné un mal fou à monter, c'est « Les femmes devant le déclin démographique ». Les femmes devant le déclin démographique. Alors pourquoi ce colloque est original ? Parce que c'est un colloque par les femmes, pour les femmes et pas sans les femmes. Généralement, on demande toujours aux hommes d'aller disserter, n'est-ce pas, sur ce que font les femmes. Pour une fois, je me suis adressé aux femmes. Uniquement des femmes, sur le plateau, personne d'autre. Ceci étant, je dois à la vérité lui dire que quand je me suis lancé dans cette aventure, je ne savais pas dans quelle galère je m'embarquais. Et j'en ai conçu la plus vive admiration pour les mères supérieures de couvent qui gèrent des communautés de femmes. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'ajoutais un nom à la liste d'intervenants, j'avais un nom qui se détachait à la fin de la liste. Les femmes sont des êtres extraordinaires, indispensables pour la survie de notre société, mais je dois reconnaître qu'elles sont quelquefois un peu difficiles à manipuler. Ou si vous êtes marié, vous en savez quelque chose. Ce sont des êtres, d'ailleurs Richelieu, comme vous savez, employait à leur égard une expression que je ne reprends pas à mon compte. Il parlait de ces étranges animaux. Bon, c'est Richelieu, c'est pas oui, bien sûr. Nous sommes d'accord. Alors le colloque en lui-même, de quoi va-t-il traiter ? Alors il va traiter précisément d'un phénomène qui est pourquoi les femmes se désintéressent-elles des questions démographiques. Qu'est-ce qu'elles ont à dire sur le sujet ? Qu'est-ce qu'elles ont à dire sur le déclin démographique ? Et c'est la raison pour laquelle nous allons interroger huit témoignages en fait, de femmes de qualité, d'anciennes secrétaires d'État, à la culture, magistrats, anciens membres du Conseil économique et social, en leur posant la question, qu'est-ce que vous pensez du déclin démographique ? J'ai déjà la réponse. Je pense que, si je peux vous la fournir déjà avant le colloque, je pense que pour ce qui concerne les anciennes générations, qui d'ailleurs fournissent le gros du contingent, ce sont des femmes traditionnelles, familles nombreuses, quelle que soit la religion, mais bon, traditionnelles. Mais il y a une cassure qui se situe dans les générations d'après 30 ans. Et dans les générations d'après 30 ans, la réponse est la démographie, je m'en fous. Vous voulez dire faire des enfants, oui. Faire des enfants, elles s'en foutent, c'est pas leur problème. Soit elles font venir, elles disent, voilà, qu'à faire venir des enfants du Congo, ou du Mali, etc. Mais moi, j'ai ma carrière, mes affaires. Alors, je ne dis pas ça à la légère. J'ai interrogé 60, pas une de moins, personnalités, Madame Joanneau, même Madame Boutin, pourtant Madame Boutin, et bien d'autres encore, Madame Badinter, Madame Tribala. La réponse est toujours la même avec les formules de politesse. C'est pas mon truc. Mais égal. Et je crois que c'est très vrai. Je crois que les femmes d'aujourd'hui n'ont pas pris conscience de l'extraordinaire responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Je m'explique. Auparavant, les femmes étaient, on le veuille ou non, subordonnées au mari, au père.
Bon, c'était une forme atténuée de patriarcat. On avait les enfants parce que ça se faisait dans la famille, etc. C'est encore le cas, si vous voulez, des familles nombreuses aujourd'hui où les femmes, donc de plus de 30, 40 ans, reproduisent le modèle familial. Elles ont des enfants parce qu'elles aiment avoir des enfants. Elles sont contentes de la famille, etc. Celles qui sont en dessous de ce seuil s'en moquent. Ce qui importe, c'est d'abord la famille, elle s'en moque, la patrie, on n'en parle pas. Ce qui les importe, c'est elles, leur carrière, leurs dividendes, qu'on parle d'elles dans les médias, qu'elles soient dans la presse. Le reste, elles s'en foutent. Et par conséquent, elles, soit elles n'ont pas d'enfants, soit elles en ont un comme ça, comme elles auraient pu avoir un petit chien ou un chat, mais c'est plus drôle d'avoir un gosse. On peut généraliser comme ça sur toutes les femmes. Oui, parce qu'il y a des déclin démographique. Oui. C'est pas ce que tout le monde dit. Comment? Vous connaissez la thèse d'Éric Zemmour qui dit que, il reprend d'ailleurs des travaux de démographes, qui dit que dans 25 ans, nous serons 80 millions. Oui, il y aurait dû 150 millions. En faisant venir 200 millions de femmes d'Afrique, nous aurions pu même battre le record, aller jusqu'à des 150 millions. Il y a des déclin démographique, et là je vais vous citer les chiffres, je m'en excuse, c'est pas drôle les chiffres, mais quelquefois il faut regarder les chiffres. Nous sommes champions d'Europe de la natalité. Vous avez lu ça dans le Figaro, dans la Croix, dans Le Monde. Pourquoi? Parce que l'INSEE et l'INED, ces deux institutions cousins, sont devenues des officines de désinformation en matière démographique. Hein. Je répète, des officines de désinformation en matière démographique. Autrement dit, c'est pas la peine pour apprendre des sottises sur le plan démographique, d'aller en Union soviétique de l'époque, ou même dans l'Allemagne hitlérienne, il suffit d'aller en France. Et là, vous aurez la réponse à la question. Je m'explique. Quand vous regardez sur le plan européen la situation, vous avez un déclin démographique évident, patent. En Russie, 1,2 enfants par femme. En Allemagne, 1,4 enfants par femme. En Italie, 1,2 enfants par femme. En Espagne, 1,2 enfants par femme. En Grèce, 1,2. Partout, entre 1,2. Vous savez que pour reproduire la population à son niveau, il faut 2 enfants par femme. Pas un au moins, 2 enfants par femme. Même 2,1. 2,1, là là, vous êtes merveilleux. 1,1. Bon, un petit garçon coupé en tranches, on met la tranche. Bon, 2,1. En France, on nous dit, mais c'est merveilleux, nous sommes à 1,89. Mais c'est vrai. J'ai lu 2,02 par contre. Non, c'est pas, non, c'est 1,89 derrière la statistique, c'est déjà pas mal, presque 1,90. Donc nous sommes champions d'Europe. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ce qu'on oublie de dire, et ça vous le trouverez peut-être en caractère microscopique sur les documents de l'INSEE, c'est vrai, si vous ajoutez l'apport démographique, l'apport en natalité, en naissance des dom-toms, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, et maintenant, oh merci, Mayotte. Mais qui font partie de la France, qui font partie de la France, qu'on le veuille ou non, vous avez raison, qui font partie de la France, qu'on le veuille ou non. Oui, vous avez raison, qu'on le veuille ou non, font partie de la France. Bon, je suis content que les Mayotais, en fait, se démaillotent et viennent chez nous pour abonder les naissances. Bon. Et puis ensuite, vous avez l'apport démographique, les naissances, 165 000 sur un total de 810 000, 165 000 qui sont les enfants d'immigrés, c'est-à-dire venant du Maroc, Tunisie, ou d'Afrique noire ou de Turquie. Bon, alors me vous dites, c'est merveilleux. Ils sont des Français. Ils sont des Français. Voilà. 2 passeports. Ils ont un passeport français. Reste à savoir s'ils sont français, comme on le dit couramment, de cœur. Autrement dit, est-ce que... Alors là, vous avez vu récemment ce Français qui a 5 concubines, qui abonde aux différentes caisses sociales, et qui se dit français, évidemment, ça ce sont les Français. Mais est-ce que ces Français sont capables de faire en sorte que la France reste elle-même, c'est-à-dire un pays de tradition, un pays qui travaille, qui paie ses impôts? Je n'en sais rien, je vous pose la question. Alors, vous avez la réponse sans doute. On ne peut pas caricaturer, on ne peut pas généraliser le cas de cet homme polygame, etc. Non, mais on peut quand même regarder la rubrique des faits divers. D'accord, mais par ailleurs, qui va décider qui est le bon Français? Parce qu'il y a des Français bien blancs, je dirais. Eh bien, c'est le juge, c'est le juge pour enfants ou le juge pour adultes. Ouais. Il décidera que sont un bon Français celui qui travaille, qui gagne un salaire,
qui ne trouble pas l'ordre public, on ne lui demande pas d'aller à la messe tous les dimanches, hein, mais simplement qui travaille, qui paie ses impôts, et qui se conduit comme un Français ordinaire. Mais ça, c'est même la définition des clandestins. Aujourd'hui, ils travaillent, ils payent des impôts, donc est-ce que la logique est la bonne? La logique est la bonne parce que ce bonhomme fraude. Ouais. Il fraude de façon éclatante. On parlait du clandestin. Je dis qu'il fraude. Il fraude du point de vue des impôts, et il fraude, il ne doit pas payer un sou d'impôt d'ailleurs, et il fraude du point de vue du droit social. Avoir 5 soi-disant concubines ou maîtresses, quel que soit le label qu'on leur colle sur la tête, qui reçoivent l'allocation de mère unique, c'est se foutre du monde, avec 12 gosses, si je me trompe, qui reçoivent chacun également des allocations. C'est utiliser le droit français dans sa générosité à des fins personnelles. Alors si vous estimez que ces Français de passeport qu'on vient de définir doivent faire ça, ils sont 5 millions, eh bien continuons dans cette direction-là, et la France, dans quelques années, aura cessé d'exister. Donc si je comprends bien votre thèse, vous dites qu'il y a un déclin démographique, mais des Blancs ou des... Non, je n'emploierai pas les termes de couleur, parce que d'abord c'était dangereux, j'ai pas envie de me retrouver devant un tribunal pour antiracisme, mais je dis simplement, je pense que les noirs, les verts, les jaunes, les rouges, tout ce que vous voudrez, et même les blancs, qui observent la loi, qui ne tournent pas les lois, comme dans le cas que l'on vient de citer, et qui se conduisent comme monsieur tous les jours, avec quand même peut-être un petit amour aussi pour la patrie, on ne sait jamais, la France... C'est le cas de la plupart des immigrés quand même. Comment? C'est le cas de la plupart des immigrés ou des descendants d'immigrés. Quoi, qui ne jouent pas la France? Ils respectent les lois. C'est tout ce qu'on peut leur demander. C'est pas vrai du tout, c'est respecter les lois. Après, c'est que attendez, vous avez bien vu notre ami Zemmour, dont vous avez peut-être entendu parler, qui disait à la télévision que une bonne moitié des prisons étaient peuplées d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Ce qui lui a valu, bien sûr, les foudres de la RAP, du SOM, racisme. C'est lui qui l'a dit. Oui, mais ça, et il a dit sur quoi? C'est 50 000 personnes, donc vous l'avez dit, il y a 5 millions de personnes. Ah, oui, mais attendez. On ne peut pas généraliser, oui. Non, mais on ne généralise pas, on regarde les faits. Et effectivement, tous les immigrés, grâce à Dieu, ne sont pas ni des assassins, ni des voleurs, ni des fraudeurs, tant mieux. Pas, d'ailleurs. Non, mais l'immense majorité. Non, vous allez me citer Rachida Dati bientôt comme un exemple d'immigration, c'est vrai. Pourquoi pas? Vous avez raison, elle est charmante, elle est belle. Oui, c'est une carrière fulgurante. Non, mais c'est un exemple d'intégration qu'on veut. Réussi. On peut dire ce qu'on veut, elle ne porte pas le voile. Non. On peut pas dire ça. Peut-être pas assez d'ailleurs, mais enfin bon. Non mais là vos questions, j'espère que vous faites exprès, sinon ça serait triste, sont volontiers provocatrices. J'essaye de comprendre votre logique parce que moi ce que je constate, c'est d'une part, non pas un déclin démographique, mais le contraire, et puis par ailleurs... Non, vous le contraire, un déclin démographique, d'abord déclin démographique, même avec l'apport des populations immigrées, etc., vous avez quand même déclin démographique parce que ça ne sont pas à 2,1, nous sommes à 90. Bon, mais enfin passons sur ces raffinements statistiques où vous vous prélassez avec joie. Non, moi je pose des questions. Vous posez des questions. Juste, est-ce que vous connaissez Renaud Camus? Qui? Renaud Camus, c'est un écrivain. Il y a des tas de gens que je ne connais pas, vous savez. Bon, alors c'est un écrivain qui écrit beaucoup et qui a notamment écrit que pour lui c'était une bonne nouvelle qu'il y ait un déclin démographique justement parce que les populations vieillissantes étaient plus sages, selon lui, hein, parce que lui il trouve que le jeunisme dans lequel on baigne est insupportable. Bon. Et puis il pense que le but d'une nation n'est pas forcément que chaque recoin de cette nation soit peuplé de gens. Donc qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ce qu'en pense Monsieur Yves Cochet, vous connaissez sans doute, monsieur, qui est un homme d'une immense sagesse, et qui disait qu'il fallait se dépêcher de ne plus mettre d'enfants au monde, parce que la terre est éclatée, et que par conséquent, il y avait trop d'enfants. Bon, ce genre d'ânerie, vous me permettrez, sans l'once d'une méchanceté, on l'avait entendu sous Malthus, au XVIIe siècle. Je l'ai entendu avec les aiguistes, les gens de la croissance zéro. Vous savez, le club de Rome, vous vous rappelez, il y a 25 ans. J'ai même, quand j'étais à l'OTAN, j'étais président du comité économique de l'OTAN, et j'étais vice-président également du comité sur l'environnement. Et le président était un personnage digne de Tintin et Milou, norvégien, qui s'était fait opérer
pour ne pas augmenter la population mondiale d'un élément. Quand on voyait sa tête, on pense qu'il avait commis là une bonne action. Mais enfin, ça c'est... Au moins, il était cohérent avec... ça va pas être cohérent. Alors, on arrive au bout de notre quart d'heure de célébrité. Donc, ce sera la dernière question que je vais vous poser. Je vous demanderai d'y répondre de manière courte. Alors, comme Éric Zemmour et tant d'autres, dont vous parliez tout à l'heure, à l'instant, vous êtes pourchassé par des associations antiracistes. J'ai eu un procès, comme bien d'autres, comme Éric Zemmour, comme le député Vanès, parce que nous vivons, vous le savez mieux que quiconque, dans une atmosphère de chasse aux sorcières. C'est-à-dire que l'État encourage, en fait. Il encourage puisqu'il les finance. Le MRAP, la SOS Racisme, de donner la chasse à des gens qui expriment leur opinion. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas ça le problème. Moi, on ne voit que se passe-t-il. Il se passe que des gens comme moi, je ne suis pas richissime, je n'ai pas fait fortune, j'ai une carrière d'honnête fonctionnaire, j'ai des enfants qu'il faut que j'aide encore. Donc pour moi, payer 40 000 € pour me justifier devant la police, c'est un prélèvement insupportable. Je dis bien insupportable. Je trouve ça odieux et honteux. Mais le but recherché par ces associations, c'est de contraindre au silence des gens comme moi. Et c'est vrai. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive au bout du temps de parole. Mais merci beaucoup Yves-Marie Leland d'avoir répondu à nos questions. Oui.